Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je vous présente quels sont les différents moteurs de la croissance économique. Donc, cette capsule fait suite à la dernière présentation où je vous montrais en fait qu'est-ce que c'est que le PIB, donc la production intérieure brute. Donc ici, on va voir qu'est-ce qui va faire augmenter, ou plutôt, mais aussi diminuer dans le fond, ce PIB en question. Donc, d'abord, c'est quoi la croissance économique? Donnons-nous une petite définition. C'est une variation positive en pourcentage de la production de biens et services mesurée par le PIB réel. Ici, j'ai une petite astérique, je vais y revenir. Dans une économie pendant une période donnée. Bon, qu'est-ce que ça? C'est la définition officielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, c'est on va on va voir un nouvel indicateur qui s'appelle ici, il manque là, ça s'appelle le taux de croissance du PIB qui essentiellement vise à mesurer d'une période à une autre. Là, vous voyez que je ne mets pas année, je mets période. La période, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un an, ça pourrait être un mois, ça pourrait être un trimestre, ou ça aurait pu être, par exemple, de 2008 à 2014. Ça peut être ça. Donc, c'est pour ça que je ne définis pas ce que c'est ici. Ici, c'est mon Y que je vous rappelle signifie PIB, donc Y réel. Donc, nous, ce qu'on veut mesurer, c'est de dire, par exemple, de la période 1, si je suis à 100 milliards de dollars et qu'à la période 2, je suis à 150 milliards de dollars, ben, nous, ce qu'on veut capturer, c'est cette augmentation-ci. Donc, c'est ce que ça signifie, une croissance économique, c'est simplement que le PIB réel augmente. Puis pour calculer le taux de croissance du PIB, donc la variation en pourcentage d'une année par rapport à une autre, on va servir d'un indicateur qui est celui du PIB réel. Je vous rappelle que le PIB réel, c'est égal au PIB nominal sur l'IIP, indice implicite des prix, pour une année T, fois ça. Donc, pourquoi on se sert du PIB réel et non du PIB nominal pour calculer le taux de croissance? Bien, rappelez-vous que je vous disais que le PIB nominal, donc une augmentation du PIB nominal peut être causée par deux sources, soit que c'est les prix qui augmentent, soit que c'est le volume qui augmente. Mais nous, ce qu'on cherche à mesurer, c'est une augmentation de volume et non une augmentation du niveau des prix qui, de toute façon, est déjà mesuré par le taux d'inflation. Ben, pas directement, mais plus ou moins. Il y a déjà un indicateur qui mesure l'évolution du niveau des prix. Donc, sans plus attendre, on va se donner un petit exemple vraiment très simple. On va dire que le PIB réel en 2018, donc moi je m'amuse à réécrire ici, 2018, voilà, au Québec était de 385 milliards de dollars et que le PIB réel de 2019, toujours au Québec, était 395. Puis là, c'est des PIB. OK, quand c'est pas indiqué, là, non, si c'est non indiqué, ça veut dire que c'est un PIB réel. C'est ma définition. Mais je vais faire attention de vous le préciser les prochaines fois. Là. Mais si ce n'est pas indiqué, ça signifie que c'est un PIB réel. Donc, voici la petite formule qu'on va utiliser. Là, je vois que j'ai oublié encore tôt. Non, c'est pédagogique. Je le réécris à chaque fois pour que vous le reteniez. Donc, essentiellement, PIB étant T. Le T ici, là, je ne vais pas vous mêler beaucoup. Là. Le T, là, c'est un temps. C'est une période. Donc, si on dit que le premier T, c'est 2019, ben vous comprendrez que T-1, donc 2019 moins 1, ça fait exactement cette période. Donc, ça va être PIB réel du 2019 moins 2018 divisé par 2018. Attention à ne pas inverser les deux ici. Hein? Ça marchera simplement pas. Donc, on disait 395 milliards de dollars moins 385 milliards de dollars divisé par 385 milliards de dollars fois 100 me donne un taux approximatif de 2, voilà la magie, 2,597%. Donc ici, les unités vont simplement disparaître puisqu'il y en a en haut en bas. Tout ça pour nous dire que, et l'interprétation qu'il faut en donner, c'est de dire de 2018 à 2019, le PIB réel a augmenté
virgule, là, je l'arrondis, mais officiellement, on garde toujours deux chiffres après la virgule. Ben, dans le fond, 2,60% durant cette période. Donc, ça, c'est la réponse complète que je m'attends. Cette période. Voilà. Donc, voilà comment calculer, en fait, un taux de croissance. C'est vraiment pas compliqué. C'est très, en fait, simple remarque. On pourrait remplacer PIB par IPC, puis vous auriez la formule de l'IPC. Donc, officiellement, vous, pour l'examen, là, vous avez juste à retenir que si on mesure l'inflation, ça va être pris. Dans le fond, c'est toujours x autant t moins x autant t moins 1 divisé par x autant t moins 1. Ou x, ça peut être soit le PIB, ça peut être soit l'inflation. Donc, au final, vous avez une formule à retenir. On n'avait pas 12. Là. Donc, voilà pour le petit calcul. Donc, maintenant que nous avons vu comment calculer le taux de croissance économique, une bonne question, en fait, une question qui serait intéressante de se poser, c'est pourquoi la croissance économique est importante? Pourquoi, en fait, quand on regarde, en fait, quand on écoute le discours des gouvernements, les recommandations, on va remarquer que souvent, les politiques publiques sont orientées vers une augmentation de la croissance, vers, dans le fond, l'objectif de plusieurs des gouvernements, que ce soit le gouvernement conservateur, libéral ou même au Québec. On cherche surtout et souvent à avoir de la croissance économique. C'est souvent un objectif de, oui, politique, mais aussi de société. Donc, on recherche toujours à avoir une croissance économique, puis une croissance économique de plus en plus forte. Même avec Donald Trump aux États-Unis, il est en train de vouloir réouvrir les frontières dans le but de relancer l'économie pour avoir une certaine croissance économique, ou plutôt rattraper les pertes qui s'en ont suivi. Donc, mais pourquoi, en fin de compte, on cherche tant la croissance? Donc, si un pays produit... Donc, la croissance va réfère à une augmentation de notre production. Donc, essentiellement, c'est qu'on est capable d'une augmentation de la valeur. Vous vous rappelez la définition du PIB? C'est une augmentation de la valeur ajoutée, de la richesse totale dans un pays. Donc, si on va dire que si un pays produit plus de richesse, sa population devrait avoir un niveau de vie supérieur. Et là, je mets un petit bémol ici, là. Attention, devrait, c'est pas nécessairement le cas, avoir un niveau de vie supérieur aux autres pays dont la croissance économique est faible. Bon, la petite histoire, pourquoi? Mais on dit que si le PIB, il y a la croissance économique, donc le PIB augmente, PIB réel, ça signifie qu'en général, je dis bien en général, il va y avoir une augmentation de l'emploi. Parce que pour produire plus, soit qu'on va demander plus de travailleurs, qu'on va avoir plus d'usines, mais dans les deux cas, il y a quelqu'un qui travaille plus. Donc, une augmentation de l'emploi, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, évidemment, généralement une baisse aussi du chômage. T'sais, évidemment, les deux ne sont pas nécessairement liés ici. Là. Donc, augmentation de l'emploi, des gens qui travaillent plus, et aussi une baisse du taux de chômage, peut-être une hausse de l'activité aussi des gens. Donc, économiquement, c'est cool. Mais pour les emplois, maintenant, pour ceux qui travaillent, ben, c'est plus de revenus. Qui dit plus de revenus, dit plus de dépenses aussi. Puis on sait, plus de dépenses, plus de PIB, mais on sait aussi que quand on dépense, on va payer des taxes et des impôts. Donc, essentiellement, c'est de dire, si la croissance économique, notre population normalement travaille plus, ou du moins réussit à être rémunérée même de manière plus importante, parce que nos entreprises font peut-être plus d'argent. Ensuite, il y a plus de dépenses qui s'ensuivent, donc croissance du PIB, mais aussi un revenu plus important pour un agent économique très important pour l'État. Donc, c'est une espèce de cercle vertueux où la croissance fait en sorte que nos travailleurs, nos agents économiques ont plus de revenus. S'ils ont plus de revenus, ça augmente les dépenses. S'ils ont plus de dépenses, les gouvernements sont contents. Il y a plus de taxes et d'impôts qui peuvent ensuite se servir pour réinvestir. Mais ici, je mets un petit bémol parce que, attention, hein, je vais juste le marquer ici, quand on parle de niveau de vie, il ne faut pas oublier que ça fait référence à notre, ce qu'on appelle le pouvoir, ça peut faire référence au pouvoir d'achat aussi, hein. Donc, niveau de vie, qualité, soins, éducation, etc. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'ici, on ne parle... Pourquoi? Attention, mais c'est parce qu'on ne parle pas d'inégalité. Ça se peut qu'un pays, en fait, ait une forte croissance économique, mais que toute la richesse, la nouvelle richesse créée soit concentrée dans les mains de quelques personnes. Ça, c'est problématique. On ne parle pas aussi, ici, d'un facteur très important. En général, ce qu'on ne souhaiterait pas, mais ce qui arrive, c'est que si un PIB augmente, ça se traduit par une baisse de l'environnement. Donc, une dégradation. Environnement.
Donc, ça, c'est plus tannant. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut toujours nuancer. On va souvent associer le taux de croissance, plutôt le PIB, avec un indicateur de richesse. Moi, je considère que c'est une condition essentielle à un niveau de vie, mais qui n'est pas suffisante. Ce qui veut dire que oui, il faut avoir des revenus. Ça, c'est important. Mais il y a d'autres éléments comme l'inégalité, le PIB, l'éducation aussi, qui est très important pour le développement des personnes, donc capitalisées. Donc, ceci étant dit, les possibilités de production d'une économie viennent de sa capacité à pouvoir transformer son environnement avec efficacité. Donc, l'idée, puis ici, vous voyez le terme, là, possibilité de production, ben, on peut faire référence à la CPP. Ouh, et oui. Donc, l'idée, c'est que une économie qui est en mesure de beaucoup transformer son environnement, donc d'extraire ses ressources, de couper son bois, puis de réutiliser aussi, convertir son environnement en énergie aussi, et ça le fait de manière efficace, donc sans très peu de pertes, puis même si ça réutilise tout, ben, on va dire qu'avoir, ça va être en général pour elle possible de produire plus de biens et de services. Donc, quels sont les facteurs déterminants de la croissance économique? Quels sont-ils? Donc, on va dire en fait que tous les facteurs ou déterminants ou moteurs, c'est des synonymes, là. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre d'augmenter la production. Quels sont ces facteurs? Les facteurs, on va en dénombrer plusieurs. Et là, je dis attention, mes amis, attention. Attention, si vous regardez sur Internet, si vous lisez votre manuel, la classification n'est pas la même, mais l'idée qui est derrière est la même. Donc, on va voir deux manières, selon ce que je vais vous présenter, de jouer avec la production, d'augmenter ou non la production. Quantitatif, on parle de quantité ici, pour les deux, et dans le qualitatif, c'est la qualité. Puis on va souvent faire référence à la productivité ici. Donc, un employé plus productif produit plus avec moins. Donc, l'autre élément aussi qu'on va faire référence, c'est au fameux facteur de production que je vous ai présenté au début du cours. Et je vous rappelle, il y en avait 4. Le premier, les travailleurs. Et les deux autres aussi, ce qu'on appelle le capital. Ici, il va y en avoir deux. Et ici, ce qu'on appelle les ressources naturelles. Donc, ça en était 1, 2, 3, puis le quatrième, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, encore une fois, nos 4 ressources naturelles. Ici, pourquoi eux, je les ai rassemblés? Ben, c'est parce que c'est essentiellement la même chose qui va les faire augmenter, diminuer. Puis c'est très similaire. Même des fois, on va parler que les ressources naturelles, c'est ce qu'on appelle du capital roulant. Bon, c'est quoi du capital roulant pour une entreprise? Ce sont ses ingrédients. Donc, si on prend une usine qui transforme, mettons, le bois en table, ben, l'intrant, donc les bois bruts, là, les 2x4, c'est un capital roulant, puis elle va produire une table. Puis, tandis que le capital usine, donc ici, ce sont les usines, c'est aussi l'outillage. Donc, c'est du matériel qu'on va donner souvent aux travailleurs on va leur rendre disponible pour qu'ils puissent produire plus, comme par exemple rendre disponible l'usine aux travailleurs pour qu'ils puissent transformer leur bois en table. Donc, sans plus attendre, dans le quantitatif chez les travailleurs, bien évidemment, la démographie, facteur très important. J'ajouterais aussi l'immigration. Immigration, vous comprenez? Donc, la démographie, pourquoi c'est important? Bien, c'est simple, c'est que s'il y en a une augmentation de la population, ben ça fait une augmentation du nombre de travailleurs. Toute chose étant égale par ailleurs, si le taux d'activité, le taux d'emploi demeure le même en pourcentage, ça veut dire qu'une augmentation de la population va faire en sorte qu'il y a juste plus de travailleurs. Plus de travailleurs signifie aussi plus de gens qui sont en mesure de transformer et de produire de la matière. Un peu comme le cas de la Chine, par exemple. Ensuite, quand on parle l'immigration, ça va de soi. Si on reçoit beaucoup plus de gens, ben, probablement qu'on va être en mesure de repousser d'augmenter notre production. Donc, je fais toujours référence ici également à la fameuse CPP.
Donc, on avait un secteur A, un secteur B. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est capable de repousser nos limites. Parce que je vous rappelle que CPP, c'est les cours des possibilités de production. Donc, en théorie, sans prix, qu'est-ce qu'on serait en mesure de faire compte tenu de toutes les ressources et tous les acteurs économiques que nous avons. Bon, tout ça étant dit, donc, population, l'immigration, quand on parle du changement de la composition de la population, ça, c'est de l'évolution de la démographie. On prend l'exemple du Québec. Au Québec, on a une population qui est de plus en plus vieillissante. Donc, si la population demeure sensiblement la même, il y a des gens qui naissent, le nombre de gens qui naissent, c'est la même que le nombre de gens qui meurent, ben, si notre population est vieillissante, ça va faire baisser le taux d'activité. Puis aussi, ça va probablement risquer de faire diminuer le nombre d'emplois. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui... C'est pas que les gens ne voudront plus travailler ou qu'ils vont perdre leur emploi, c'est qu'il y en aura juste moins qui vont travailler compte tenu qu'il y a moins de travailleurs. Donc ça, c'est pour l'aspect quantitatif. Donc, toutes les fois que vous allez entendre parler de travailleurs puis de la quantité, c'est à ça que vous devez faire référence. Dans le domaine du qualitatif, évidemment, la formation, l'expérience. Ici, ça, c'est l'organisation. C'était notre quatrième facteur de production, soit l'entrepreneuriat. C'était ici, celui-là. Donc, formation, expérience, ici, on fait référence au capital humain. Et les deux, en fait, division du travail, organisation. Division du travail, en fait, ça, on pourrait parler, par exemple, que l'organisation, simplement, c'est que si l'entreprise a une bonne structure hiérarchique, est efficace, les communications sont rapides, en général, on sait qu'elle est en mesure de produire plus. Ou si on développe, par exemple, des espaces de travail efficaces où ça optimise la production de nos travailleurs. Encore une fois, ici, de tout ce qu'on parle, c'est ça. Il faut que ça augmente le PIB. Là. C'est le but de ce qu'on discute. Là. Bon. Donc, si les gens arrivent sur un milieu de travail, que c'est efficace, c'est conçu pour eux, ils seront plus... en fait, ils seront plus efficaces dans leur travail, donc ils vont produire plus. Quand on parle de la division, ici, je vais juste vous faire une petite parenthèse. La division du travail, ça, on peut remonter aux chaînes d'Henry Ford. Donc, essentiellement, ce qui est dit, c'est que si on regarde une voiture, ça c'est avec les anciennes voitures, là, on comprendrait que, ouf, en tout cas. Oui. Bon. La division du travail, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que, mettons, une personne, mettons, deux personnes qui produisent la voiture en entier, ça va peut-être prendre 5 jours. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est Adam Smith, le père fondateur de l'économie, qui s'est aperçu que si on module, par exemple, il y a une personne on fait en chaîne les pneus, ensuite, on fait en chaîne les châssis, ensuite, on fait en chaîne le reste, bien, on est capable de réduire énormément le temps nécessaire à la production, ou plutôt, on est capable de produire beaucoup plus pendant ce même... Donc, en même temps, on va peut-être en faire 3, lui, on va en faire juste une. Donc ça, c'est la division du travail. Et là, on parlait d'organisation. Ce que Henry Ford a fait, lui, c'est tout ce qui est l'arrivée des usines de chaînes de montage. Donc, lui, ce qu'il s'est dit, il dit, ah, OK, ça, c'est un bon principe, excellent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il y avait un seul modèle noir, de modèle T, je pense, quoi, un modèle qui est de couleur noire. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une espèce de chaîne de production dans laquelle il y avait des petits bonhommes qui travaillaient. Moi, ils n'ont pas de tête, comme ça. Donc, tu sais, toute la journée, ces gens-là, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tapaient, ils assemblaient des mains. Ils assemblaient des pneus. Puis après ça, une fois que les pneus étaient assemblés, ils étaient envoyés dans une autre partie de l'usine, qui était des énormes usines. Puis là, ils faisaient l'assemblage des pneus sur l'essieu. Donc, c'est vraiment ça dont on parle quand on parle de l'organisation et de la division du travail. Et effectivement, ça augmente de beaucoup la productivité. Maintenant, l'aspect quantitatif pour les usines, ben, ça, le programme technique, il va de l'autre côté, mais s'il y a juste plus d'usines, toute chose étant égale par ailleurs, on va être capable de produire plus. Puis quand on parle d'investissement productif, ça peut être dans le développement de nouveaux outils. Donc, par exemple, peut-être que les gens qui travaillaient dans le secteur du bois d'œuvre, du secteur de la forêt, ben, s'il y avait des haches anciennement, on va les équiper de scie mécanique. Puis ils vont en avoir plus.
Donc, ces deux éléments-là vont contribuer à une augmentation de la production. Même chose pour les ressources naturelles, hein, soit dit en passant, si on a plus de ressources naturelles, forcément qu'on est capable de plus en transformer et donc de produire plus. Quand on parle du qualitatif ici, ça c'est de la recherche et développement. L'innovation, on peut parler de l'intelligence artificielle. On peut aussi, à l'époque, l'arrivée d'Internet, ça a révolutionné avec les bulles, pas les bulles, mais la technologie Internet a révolutionné. L'intelligence artificielle, le 5G qui risque de changer complètement notre monde. Modernisation, on a eu, je vous parlais tantôt des chaînes de montage. Mais aujourd'hui, on parle de robotisation. Puis non seulement de robotisation, donc les robots combinés avec l'intelligence artificielle, on est en train de pouvoir remplacer des postes traditionnels comme celui de secrétaire, d'enseignant même. Donc ça, comme je vous dis, c'est important à retenir, là, c'est pas avec une logique, vous êtes capable de vous en sortir, mais c'est de retenir que les ressources naturelles, les usines, donc les facteurs de production, sont les moteurs de la croissance économique. Donc, voici une façon différente, en fait, de présenter les facteurs de croissance économique. En fait, c'est une explication qu'on pourrait dire différente, mais avant de démarrer sur la nature, donc tantôt c'était quoi, là, c'est le moyen qu'on a pris. Je vais juste vous parler d'un terme que je parle depuis tantôt, mais que je ne suis pas certain que j'ai bien défini. Quand on parle de productivité versus la production. Donc, la production, là, ça, c'est une quantité produite. Tandis que la productivité, on pourrait dire que c'est un indicateur qu'on va mesurer de différentes façons. Donc, la productivité, il y a plusieurs façons de la mesurer, mais ce qu'il faut en comprendre, donc, c'est la capacité des gens à produire, donc à faire une certaine production, par unité de quelque chose. Par unité de temps, par unité du nombre de personnes, par nombre d'heures, par exemple. Donc, c'est vraiment un indicateur, en fait, qui va traduire notre capacité à être efficace. Donc, productivité, comment est-ce qu'on va le définir? C'est, on va dire, la valeur, parce que ça peut être en valeur exprimée en dollars, ou la quantité produite, donc c'est un ou l'autre, divisé par, ça va être des fois le nombre, on va l'écrire deux fois, là. Par exemple, ça pourrait être soit valeur quantité divisée par le nombre d'heures. Donc, concrètement, je vous donne un exemple très simple que je vais indiquer ici. Voilà. Si on dit, par exemple, qu'un iPhone produit de S est égal à 1000 $, donc on a produit quelque chose qui a une valeur de 1000 $, et qu'il a fallu, je ne sais pas moi, 10 heures pour le produire, bien, la productivité, dans ce cas-ci, ça va être de 1000 $ par 10 heures. Donc, un sur l'autre, seulement un, donc ça va être de 100 $ par heure. Donc, on va pouvoir quantifier la productivité de nos gens en disant que, pas de nos gens, plutôt, en fonction de chaque. Donc, chaque heure, techniquement, devrait produire une valeur de 100 $ de richesse. Ensuite, l'autre façon, en fait, de le mesurer, par exemple, productivité. Donc, ici, vous comprendrez que j'aurais pu dire 3 iPhones, donc 3 iPhones, plutôt 100 iPhones de produits, divisé par 10 heures, ça aurait fait 100 iPhones par heure. Donc, ça nous indique combien par heure, techniquement, on serait capable de produire. Donc, productivité, ça, je dirais sa définition 1. La définition 2, évidemment, ça dépend du contexte. C'est toujours la même chose, valeur monétaire, donc en dollars, ou quantité produite divisé par, ici, ça va être le nombre, ça va être par un, donc ça, c'est le nombre d'heures. Ça, en général, ça va être par un nombre de facteurs de production. Par exemple, on pourrait, si je reprends avec le 1000 $, c'est de dire 1000 $, puis on sait que ça a pris 2 travailleurs. Donc, on sait en général que un travailleur crée 500 $ de valeur ajoutée. Donc, c'est 500 $, entre guillemets, 500 $ par travailleur. Donc, ça, c'est un indicateur de la productivité. Et pourquoi qu'on dit que si la productivité augmente,
ça va augmenter la production? En fait, ben, c'est simple. Plusieurs raisons. Si on regarde, si on maintient le nombre d'heures, donc mettons à 10 heures, mais que ce qu'on produit en termes de richesse augmente, soit en nombre, soit en valeur ou en quantité, ben nécessairement, ça va augmenter là, au final la quantité ou la valeur de la quantité produite au même moment. Donc, c'est-à-dire que, pour rendre ça concret, si moi je travaille dans une usine, si moi, par exemple, en 10 heures avant, je produisais pour 1000 dollars dans une usine, et pour une raison quelconque, ces mêmes 10 heures maintenant me permettent de produire 20 000 dollars de valeur, ben, j'ai réussi à créer beaucoup plus de richesse par un même nombre d'unités de temps. Ensuite, une autre façon de voir, c'est de baisser le nombre d'heures ici. Donc, si pour 1000 dollars avant, ça me prenait 10 heures, puis ce 1000 dollars-là maintenant me prend plus rien que, je sais pas moi, 5 heures, bon, on vient clairement de doubler. Là. Donc, si au lieu de parler 10, on fait 5, ben, on vient dire que maintenant, je viens de faire 200 dollars par heure de création de richesse. Puis là, vous dites, ouais, mais je fais moins d'heures techniquement. Oui, mais c'est parce que si un travailleur, ça y prend 5 heures, par exemple, ben, ouais. Si ça me prend 5 heures pour créer 1000 dollars de richesse, ben je sais que maintenant, si je fais 10 heures sur le même chiffre de travail qu'avant, ben je vais créer le double de richesse. Donc, ça veut à peu près dire la même affaire. Donc, il y a deux raisons. En fait, il y a deux éléments qu'on va regarder. Soit qu'on augmente la valeur, soit qu'on réduit le nombre d'heures nécessaires à la production. Donc, les heures supplémentaires, si maintenant je mets 1 heure, 2 heures, 3 heures ici, si avant, je mobilisais 3 heures pour produire un iPhone, puis qu'aujourd'hui, je réduis le nombre d'heures parce que mes gens deviennent plus rapides, bien, je vais faire un iPhone de l'heure, par exemple. Bien, ça me permet d'en produire 3 dans une journée. iPhone, en tout cas. Ça me permet d'en produire 3 dans une journée au lieu d'un seul. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'au final, on est plus productif. Donc, quand on dit que quelqu'un, par exemple, dans la classe est très productif, ça veut dire essentiellement soit que la quantité de ce qu'elle a produit, donc le nombre de pages dans un travail de session est élevé, ou pour deux personnes qui ont produit le même nombre de pages, ben, une qui l'a fait en 1 heure, l'autre l'a fait en 30 heures. Donc, nécessairement, elle qui a produit en 1 heure est beaucoup plus rapide que celle qui l'a fait en 30 heures. Donc, on va dire qu'elle est plus efficace ou plus productive. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, deux natures de croissance économique. Donc, c'est juste une façon de représenter de nouveau les choses. On va parler de nature intensive et de nature extensive. Quand on parle de nature intensive, c'est qu'on va augmenter la productivité par facteur de production. Donc, on va soit investir dans le capital, on va marquer ici, mettons dans le capital humain, capital. Non. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on va augmenter la productivité par facteur de production. Donc, c'est pour ça qu'on dit intensive, c'est qu'avec les ressources qu'on possède aujourd'hui, comment je peux les rendre plus productives. Donc, ça veut dire, par exemple, si j'ai un travailleur qui coupait du bois avant, ben, de quelle façon? Ouais, c'est ça. Ouais, tiens. Voilà un arbre, Seigneur. Je vais faire saigner les yeux du monde. Bon. Donc, voilà mon arbre. Donc, si je veux augmenter, donc si on parle de croissance de nature intensive, ben, il faut augmenter la productivité de ce travailleur-là. Comment? Ben, je pourrais donner 2 haches. Ah ouais, j'aime ça. 2 haches pour couper plus vite. Ou je pourrais, à la place, toujours le même bonhomme, il disparaît, je pourrais donner une scie mécanique. Donc, ça me permettrait de rendre beaucoup plus productif. Puis pourquoi pas une autre scie mécanique? Puis, tant qu'à faire, on pourrait greffer des bras de plus. Avec d'autres scies mécaniques. Oui, plein de scies mécaniques. Donc, l'idée, vous comprenez un peu, je pense, c'est juste d'augmenter la productivité de nos travailleurs. Donc, c'est pour ça ici, je ne répète pas tous les autres facteurs qu'on a vus. Dès que vous comprenez qu'on augmente, avec les ressources qu'on possède, on les rend juste plus productives, on parle de nature intensive. Quand on parle de nature extensive, ça, on va jouer sur le nombre. Donc, on va augmenter la quantité de facteurs de production. Je reprends mon exemple loufoque avec le bonhomme que je vais dessiner ici. Si avant, j'avais un travailleur avec une hache pour me couper un arbre, ben, si on parle de nature extensive, ben, je vais juste engager plus de gens pour des baquettes. Là. Il y a une couche. Là. Bon. Donc, je vais juste embaucher plus de gens pour pouvoir faire le même travail. Donc, c'est deux façons d'analyser la croissance économique. Je vous dirais juste pour petit tour de l'histoire, c'est, mettons, je mets 1900 ici, 2000 ici, on y va rapide, puis on parle de la Chine.
je vais dire une date à peu près approximative, à partir des années 70, la Chine avait une nature extensive, même mettons 80, extensive. Comment? Ben, c'est parce qu'elle augmentait énormément ses usines, elle augmentait ses travailleurs, ce qui a fait en sorte qu'elle a une croissance économique d'à peu près 8 à 10 annuel, là, c'est fou. À partir, mettons, d'aujourd'hui, 2020, on va mettre une date d'aujourd'hui, donc à partir, je vous dirais, des années 2000, là, ça a complètement changé. On est rendu beaucoup plus dans la nature intensive, donc on est en train de former, d'éduquer, de rendre beaucoup plus productifs les travailleurs que nous possédons actuellement. Donc, ça, c'est une petite histoire qui explique. Si vous voulez la même histoire, mais cette fois-ci pour le Québec, si on regarde la même période de temps à peu près, le Québec commençait, mettons, aussi, étrangement, dans les années 70, à investir dans ses têtes, dans ses cerveaux. Avec quoi? Ben, en développant un réseau d'universités, des collèges aussi, en éduquant beaucoup plus, tandis qu'avant, ça a été une période industrielle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une période industrielle, puis même au Canada en général, c'est à partir années 50, un petit peu plus avant, c'était beaucoup une période très intense en usine, en facteurs de travail, donc beaucoup de travailleurs, beaucoup d'usines. Donc, on est passé d'une ère industrielle axée sur la croissance de nature extensive à aujourd'hui, même jusqu'en 2020, où on axe beaucoup sur la technologie, beaucoup sur nos cerveaux. Donc, on rend de plus en plus productif. Pourquoi? Bien, simplement parce que le facteur humain, donc le facteur de travail humain, ben, il tend à pas augmenter tant que ça. Parce que dans les sociétés occidentales, on a vu que le taux de natalité s'est stabilisé, même a tendance à diminuer, ce qui fait en sorte que la population ne se renouvelle pas naturellement. Donc, ce qui, en d'autres termes, limite notre capacité à produire. Donc, il faut trouver une autre alternative, soit augmenter leur productivité. Donc, là, je n'ai présenté quelques-uns, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres très importants. L'environnement est un déterminant très important dans le facteur de croissance économique. Une société polluée, une société où il n'y a plus de ressources naturelles, évidemment, ça n'augmente pas en croissance économique. Le système de justice est un facteur très important aussi. Ça, c'est pas la justice, plutôt ça, c'est le facteur inégalité sociale, plutôt d'égalité sociale. Certaines études économiques semblent démontrer qu'une société plus juste, plus égalitaire, a une croissance, certes, moins élevée que les sociétés inégalitaires, mais que eux, leur croissance, donc ceux qui sont des sociétés égalitaires comme les pays nordiques, ont une croissance stable, durable dans le temps, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays comme par exemple aux États-Unis, où on voit que ça fluctue beaucoup. Enfin, le système politique, à ne pas oublier l'État, comme je viens de le dire, joue un rôle très important parce que c'est lui qui définit les règles du jeu. Donc, des règles du jeu claires, un État pas corrompu, société où les libertés sont garanties, sont des sociétés en général où la croissance est plus importante. Et évidemment, pour faire respecter les règles du jeu, je vous dirais, c'est comme un peu un Monopoly. S'il n'y a personne qui respecte les règles, personne ne va vouloir jouer. Quoique présentement, les gens respectent les règles, ça ne veut pas plus jouer, mais c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que le système de justice, donc, qui est mis en place pour sanctionner, donc punir ceux qui ne respecteraient pas les contrats en signant par exemple, votre contrat de travail, qui ne mettrait pas sous les barreaux les bandits corrompus, eh bien, ça serait une société qui serait plus difficilement, ça serait plus difficile de faire du commerce, donc possiblement moins, en fait, de croissance économique.